Je vais présenter notre conférencier de ce soir. Il s'agit de M. André Braque, qui est le spécialiste français, j'ose le dire, de l'exobiologie, c'est-à-dire de l'étude et de la chimie des origines de la vie et de l'étude de la répartition probable, possible éventuellement, de la vie dans l'univers. André Braque est né en 1938 à Strasbourg. Il a fait des études de physique, il est docteur en physique. Il s'est spécialisé en biophysique moléculaire. Il est directeur de recherche au CNRS. Et je signale deux de ses ouvrages, L'évolution chimique et les origines de la vie, paru en 1991 chez Masson, et puis un ouvrage paru en anglais en 1998 sur les origines moléculaires de la vie. Maintenant, je vais lui laisser la parole et je crois que sa conférence sera aussi illustrée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci, Monsieur Michaud. Il était une fois une planète, ni trop grande, ni trop petite, ni trop loin de l'étoile, ni trop près de l'étoile. Trop grande, elle aurait été gazeuse, comme Saturne et Jupiter. Trop petite, elle n'aurait pas pu retenir une atmosphère, donc de l'eau liquide à sa surface, car il y avait beaucoup d'eau liquide, à l'état liquide, à la surface de cette planète. Trop loin de l'étoile, du Soleil, l'eau aurait gelé, comme sur Mars. Trop près de l'étoile, l'eau se serait évaporée et aurait été photodissociée par le rayonnement de l'étoile. Donc cette planète, la Terre, qui était juste bien, la bonne taille, la bonne position par rapport à l'étoile, dans les océans de cette planète, il y a environ 4 milliards d'années, sont apparus des systèmes chimiques capables de faire des copies d'eux-mêmes, donc capables d'autoreproduction et d'évolution. Ce sont les deux fonctions fondamentales que nous retenons, nous chimistes, comme caractérisant l'origine de la vie. Donc c'est certainement très loin de la définition de la vie que peut donner François Jacob, mais pour nous, humbles chimistes, la capacité à l'autoreproduction et la capacité à l'évolution sont les deux fonctions qui vont diriger, contrôler, inspirer notre travail. Bien sûr, la question est à quoi ressemblaient ces systèmes chimiques? De quoi était-il fait? Combien de pièces? L'environnement était vraisemblablement déjà l'eau. La vie a passé 90% de son temps dans l'eau avant de sortir de l'eau. Donc l'origine de la vie s'est faite dans l'eau. Pour l'eau, pas de grand problème. Maintenant, qui dit autoreproduction dit transfert d'un message, d'un plan d'architecture, d'un plan de montage. Où résidait ce plan de montage? Nous pensons que ce plan de montage résidait dans des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules construites sur un squelette d'atomes de carbone. Donc la vie, comme aujourd'hui, était déjà basée sur des molécules organiques, donc sur une chimie du carbone dans l'eau. Pour répondre à la question à quoi ressemblaient ces systèmes primitifs capables d'autoreproduction et d'évolution, 3 approches sont possibles qui sont explorées en parallèle et d'une manière complémentaire. Ces 3 approches sont d'une part l'approche du chimiste, approche extrêmement prétentieuse, qui essaye de recréer en tube à essai cette vie primitive. Nous essayons de recréer ce type de vie primitive en tube à essai pour essayer de l'expliquer et de comprendre comment ces systèmes, à quoi pouvaient ressembler ces systèmes, sachant très bien que nous allons vivre une frustration permanente. Il est impossible de remonter 4 milliards d'années, donc nous ne saurons jamais la nature exacte de la molécule. Nous ne pourrons jamais dire ce type de molécule est notre ancêtre commun. Nous pourrons dire cette famille de molécules, ce type de molécules présente des caractéristiques, les propriétés d'autoreproduction et d'évolution. Donc la vie a pu commencer par ce type de molécules. Donc nous ne pourrons jamais vous apporter au public, à tout le monde, à nous-mêmes, la réponse définitive. Nous sommes certains que la vie a démarré avec ce type de molécules. Deuxième approche, qui est complémentaire de celle-ci, peut-on pratiquer ce que j'appellerais l'archéologie moléculaire? Peut-on fouiller les sédiments les plus anciens et remonter à cet état de la Terre il y a 4 milliards d'années pour avoir l'espoir de trouver ces molécules, ces systèmes fossilisés dans les sédiments? Troisième approche, peut-on espérer trouver une vie ailleurs qui apporterait d'une part
une indication très forte quant à la simplicité de cette vie. Cette vie primitive était-elle simple? Faisait-elle appel à peu de molécules, petite structure, ou bien était-elle très compliquée? Donc, trouver dans les mêmes conditions sur une autre planète un système vivant qui ressemble au système terrestre serait une indication très forte de simplicité. Si le système est répétitif, il doit être simple. Reproduire à l'identique un phénomène qui résulte d'un hasard, d'une rencontre aléatoire, très complexe, est très faible. Donc, simplicité, et ceci, bien sûr, nous conforterait, nous chimistes, et nous donnerait l'espoir d'aboutir à ces molécules simples. Deuxièmement, sur cette planète, elle n'a peut-être pas connu la même histoire que la Terre, donc l'archéologie moléculaire est peut-être plus facile. Et enfin, la dimension culturelle évidente, trouver la vie ailleurs permettrait de répondre à cette question lancinante qui hante l'esprit humain depuis les Grecs et bien avant les Grecs. Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc trouver une vie ailleurs permettrait... Pour l'instant, nous n'avons qu'un point, nous n'avons qu'un exemple. Alors extrapoler à partir d'un point, on peut le faire, certains le font, c'est un peu risqué. Avec 2 points, on a une droite. Donc ça va déjà mieux. Donc on aurait tendance à penser qu'avec 2 points, à partir de 2, c'est beaucoup. Mais bon. Faisons, si vous le voulez bien, un état des lieux dans ces 3 directions pour savoir où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives. Alors, chimie du carbone, nous avons 3 propriétés fondamentales du carbone qui vont nous aider beaucoup dans notre travail. Ces 3 propriétés sont d'une part que le carbone, l'atome de carbone, est au centre d'un tétraèdre. Alors, il y aura un petit peu de chimie. La vie est une chimie magnifique. Je sais que la chimie n'est toujours pas très bien perçue, mais la chimie simple, vous en aurez un tout petit peu, mais je vous promets, ce sera de la chimie très simple. Donc, le carbone est au centre d'un tétraèdre. Lorsque les 4 sommets du tétraèdre sont différents, A, B, C et D sont différents, cette molécule est asymétrique. Son image dans un miroir ne lui est pas superposable. Ce sont 2 mains du corps humain qui se ressemblent, mais il y a une main gauche et une main droite. Donc il est impossible de mettre le gant droit à la main gauche et vice-versa. Et tous les systèmes vivants contemporains ont fait leur choix. Ils ont choisi de prendre une des formes, par exemple les acides aminés qui sont les briques des protéines, ont choisi, enfin, le fait est que toutes les protéines utilisent des briques gauches. Et il y a quelques rares exceptions, rarissimes, mais la plupart, les protéines qui sont codées par le code génétique, sont construites à partir d'acides aminés gauches. Donc la vie racémique, que nous appelons racémique, de Racémus Raisin, c'est un clin d'œil à Pasteur qui a travaillé sur la symétrie de l'acide tartrique isolé du vin. Donc Racémus, Pasteur, le vin. Un mélange racémique qui est un mélange équimoléculaire, il y a autant de formes gauches que de formes droites. La vie ne pourrait pas exister, nous ne pourrions pas exister si la vie, le système vivant, utilisait indifféremment les formes gauches, les formes droites. Exactement comme la circulation sur une autoroute ou sur une route, il faut choisir son côté de circulation. Autoriser les gens à rouler à leur gré, à droite ou à gauche, n'aboutirait pas à une circulation fluide. La vie est fluide, est un long fleuve tranquille, et à utiliser pour chaque famille de molécules, il y a le choix entre gauche et droite, et dans certains cas, la vie a choisi la gauche. Il n'y a aucune connotation politique. Dans d'autres cas, elle a choisi la droite. Mais c'est comme ça. Deuxième caractéristique fondamentale du carbone, les atomes de carbone ont 2 isotopes stables, carbone 12, carbone 13. Dans le carbone minéral, qui n'a jamais été façonné par la vie, le rapport du carbone 12 au carbone 13 est de 89. Donc C12 sur C13 égale 89. Il y a 89 fois plus de carbone 12 que de carbone 13. L'isotope 13 est stable, mais minoritaire par rapport au 12. Et lorsque l'on scrute les sédiments les plus anciens, et on remonte à moins 3,5 milliards d'années, même moins 3,8, mais nous y reviendrons, et que l'on compare le carbone minéral au carbone biologique, d'origine biologique, dans ces sédiments, on s'aperçoit que le carbone biologique est enrichi en C12. La vie est à la diète, est au régime, elle préfère le carbone 12 léger, plus léger que le carbone 13. Et ceci est vrai pour tous les sédiments, aussi loin que l'on peut récupérer les sédiments les plus anciens dans la croûte terrestre. Donc c'est une bonne signature des systèmes vivants. Ils laissent
comme trace fossilisée un carbone qui est enrichi en carbone 12. Le rapport C12 sur C13 devient égal à 92. Et de 89 à 92, cette différence est significative et il n'y a aucune ambiguïté quant à la signature biologique de ce carbone dans les sédiments. Donc, c'est une excellente signature pour nous de savoir que le carbone, la vie préfère le carbone 12. Enfin, troisième propriété qui est une propriété négative du carbone, l'eau est constituée par des molécules H2O, ceci est l'oxygène, les hydrogènes. L'eau doit ses propriétés très particulières à un réseau très dense de liaisons hydrogènes. La liaison hydrogène s'établit entre un atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. Ceci est possible avec l'oxygène, avec le soufre, avec l'azote, et est largement utilisé par les systèmes vivants. Ceci est impossible avec le carbone. Le carbone ne peut pas échanger de liaison hydrogène avec l'eau, donc le carbone déteste l'eau, il est hydrophobe et il cherche à fuir l'eau. Et alors que les groupes qui contiennent de l'oxygène, du soufre et de l'azote adorent l'eau puisqu'ils peuvent échanger des liaisons hydrogènes, sont solubles dans l'eau et sont dits hydrophiles. Et cette dualité entre les groupes hydrophobes et hydrophiles donne la géométrie des protéines et des acides nucléiques et donne les propriétés fondamentales de tous les polymères biologiques. Et c'est grâce à ces liaisons hydrogènes que nous sommes là, que nous vivons, que la vie existe. Donc le carbone ne le peut pas, donc carbone et hydrogène forment des groupes hydrophobes et ceci est également très important, c'est une caractéristique fondamentale des systèmes vivants. Donc maintenant, les chimistes que nous sommes cherchons à faire l'inventaire du carbone, des molécules organiques qui ont commencé à faire de l'autoreproduction et de l'évolution. Source de carbone, il y a d'une part l'atmosphère terrestre. Donc le carbone sous forme gazeuse, c'est le méthane, carbone et hydrogène, CH4. Je vous ai dit le carbone, 4 bras du tétraèdre, donc si les 4 sommets sont d'hydrogène, du méthane, CH4. Jusqu'à présent, c'est de la chimie simple quand même. Carbone, comme j'ai dit aux gamins quand je fais des cours, le carbone c'est C et l'hydrogène c'est H, donc CH c'est carbone-hydrogène, c'est aussi simple que ça la chimie. Donc 4 hydrogènes pour le méthane. L'autre source c'est le dioxyde de carbone, carbone et oxygène, donc CO2, les sources hydrothermales sous-marines et l'espace. Donc rapidement, le point sur ces 3 sources possibles, ces 3 lieux de synthèse possibles, évidemment, le méthane et l'atmosphère, c'est l'expérience de Miller. Miller, en 1953, a pris un mélange de méthane, d'ammoniac, d'hydrogène et de vapeur d'eau. Il a fait passer des décharges électriques dans ce ballon et au bout de quelques jours, il a obtenu un goudron noir et dans ce goudron, il a isolé 4 des 20 acides aminés qui constituent les protéines du monde vivant. Expérience formidable, car il montrait qu'il y a une transition possible, un passage possible entre les molécules organiques, qu'il y a un passage possible entre les molécules organiques non vivantes, du type méthane, et les molécules biologiques. Donc il n'y a pas de rupture. Wöhler, au siècle dernier, avait montré qu'il n'y avait pas de rupture entre le monde minéral et le monde organique. Miller montrait qu'il n'y avait pas de rupture entre le monde organique et le monde du vivant. Expérience historique fondamentale, formidable. Mais, les géochimistes, qui sont nos honorables collègues qui s'intéressent à l'histoire de l'atmosphère de la Terre primitive, nous disent « De quel droit faites-vous appel à un mélange gazeux dominé par le méthane CH4 ?» Nous savons que, par exemple, Mars et Jupiter, qui nous encadrent, leurs atmosphères sont dominées par le dioxyde de carbone. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'il y a pu y avoir d'énormes quantités de méthane qui n'est pas stable au rayonnement du Soleil, de l'ammoniac qui n'est pas stable au rayonnement du Soleil, de l'hydrogène qui est trop léger et qui s'évade dans l'espace. Comment justifiez-vous de grandes quantités de ces 3 gaz, puisque l'eau, tout le monde est d'accord sur l'eau et la vapeur d'eau, puisqu'il y avait des océans. Et Miller dit, il y en avait parce que ma manip marche. Bien. Alors, objection, votre honneur, et avec tout le respect qu'on doit à M. Stanley Miller, on a quand même dit, ça serait bien que vous refassiez vos manips, vos expériences, en mettant progressivement du dioxyde de carbone, pour essayer de se rapprocher un petit peu de la situation qui paraît être la plus vraisemblable et plus plausible il y a 4 milliards d'années. Ce qu'il a fait, et quand il met beaucoup de dioxyde de carbone, il ne fait pratiquement plus d'acide aminé. Donc ce n'est pas une source importante d'acide aminé, parce que l'atmosphère primitive était certainement, probablement, dominée par du dioxyde de carbone.
Et dans ces conditions, la manip historique n'a peut-être rien d'historique pour l'histoire de la Terre. Elle peut se faire ailleurs, comme nous le verrons. Deuxième lieu possible, les sources hydrothermales sous-marines. Depuis 1976 maintenant, depuis les années 70 même, l'Ifremer et les Américains ont mené des campagnes d'exploration des dorsales océaniques. Les dorsales océaniques, ce sont des chaînes de volcans qui courent le long de la limite de séparation des continents, des plaques continentales tectoniques. Et au niveau de ces plaques, il y a des volcans, des geysers, des fumeurs noirs. Et dans ces fumeurs noirs, il y a autour de ces fumeurs une végétation des bactéries totalement exotiques puisqu'elles vivent jusqu'à 110, 112 degrés centigrades, sans dépérir, apparemment heureuses d'être à 110 degrés. Elles ont développé des systèmes de résistance à la température. Et c'est un lieu où les réactions chimiques peuvent se faire car il y a là du méthane, il y a du CO2, il y a du CO, donc du monoxyde de carbone, il y a de l'hydrogène. La dernière plongée qui a été faite par l'Ifremer dans l'océan Atlantique, sur le site Rainbow, donc arc-en-ciel, parce qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel, ce sont des ténèbres, hein, c'est la deuxième leçon, les ténèbres hein, de Couperin. Donc il y a pas de, on est à 2500 mètres sous le niveau de la mer, il n'y a pas d'UV, la seule source de chaleur, c'est la chaleur du magma. Et les Japonais, en reconstituant en laboratoire les conditions de ces sources, ont réussi à synthétiser de petites quantités d'acides aminés. Donc c'est un lieu possible. Alors ça, c'est une cheminée, on ne la voit pas très bien, mais on va la voir mieux ici. Sur ce site Rainbow, les plongeurs de l'Ifremer de Brest, qui sont vraiment excellents, et je pense qu'il faudra suivre de très près les prochaines plongées, car dans ce site, il y a non seulement de l'hydrogène qui sort abondamment de deux types de cheminées, donc il y a des cheminées classiques ici, qui sont des vraies cheminées avec un panache et du gaz qui sort à 350 degrés, mais il y a également, donc ça c'est pas très bon pour faire la chimie, parce que vous passez brutalement de 350 degrés à 0 degré, puisqu'on est au fond de la mer, à 0 et 4 degrés, mais il y a également d'autres structures qui ont été découvertes assez récemment, qui sont ce qu'on appelle des structures en ruche d'abeilles, et dans lesquelles le gaz ne sort pas en panache comme ici, mais il sort en diffusion lente depuis le centre vers l'extérieur, avec un gradient de température qui va de 250-300 degrés vers 0 degré. Donc là, il y a un réacteur chimique potentiel. Et actuellement, à la prochaine plongée, on va essayer de récupérer ces blocs et essayer de faire de la chimie en tube à essai pour mimer la chimie qui pourrait se produire au niveau de ces ruches d'abeilles dans les fonds sous-marins. Donc à suivre, c'est une recherche qui est tout à fait en cours et qui va certainement nous apporter d'énormes enseignements sur la synthèse possible donc des ingrédients de ma soupe primitive fabriqués au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques. Troisième lieu, l'espace. On sait depuis très longtemps que la Terre hérite de météorites, mais la quantité de météorites qui tombent n'est que de l'ordre de 100 tonnes aujourd'hui, 100 tonnes par an. Alors les météorites doivent être plus grosses que 100 grammes, sinon elles éclatent en arrivant à la surface atmosphérique. Donc ces météorites de plus de 100 grammes, il en tombe 100 tonnes par an, ce n'est pas des quantités formidables, et seulement 4% de ces météorites contiennent du carbone. Donc nous, chimistes organiciens, on est bien sûr focalisés sur il nous faut du carbone. Le fer, etc., on sait qu'il y en a suffisamment sur Terre, on ne dit pas qu'on s'en désintéresse, mais notre obsession, c'est le carbone extraterrestre. Et dans ces 4%, par contre, donc, en dessous de 100 grammes, rien ne passe, mais ça commence à repasser en dessous du milligramme, parce que c'est tellement petit que ça ne brûle pas. Donc les étoiles filantes qu'on voit au moment des étoiles filantes, c'est de l'ordre du gramme, c'est gros que le bout du pouce, hein, c'est quelques grammes. Donc ça, c'est irrécupérable. Enfin, ça n'arrive pas intact à la surface de la Terre. Ce qui arrive à la surface de la Terre, ce sont soit les plus grosses que 100 grammes, 100 tonnes, soit plus petits que 1 milligramme. Et là, les collectes qui ont été faites en Antarctique par Michel Morette, d'Orsay, nous apprennent beaucoup. Elles nous apprennent, à partir de ces collectes, donc Michel Morette va en Antarctique, il fait un trou dans la glace. Alors il faut passer la première couche de glace, le premier mètre de glace de l'Antarctique est pollué, contaminé par l'activité industrielle, parce que la poussière va jusqu'en Antarctique, tombe en Antarctique et donc est emprisonnée dans la glace. Donc il faut percer le premier mètre et ensuite il fait fondre la glace ancienne qui a été fabriquée il y a plus d'un siècle. Et en faisant fondre cette glace, il filtre l'eau et il récupère des grains qui font entre 50 microns, 100 microns, donc entre 50 millièmes de millimètre et 100 millièmes de millimètre. Donc c'est pas gros, c'est un dixième de millimètre. Il en a maintenant une bonne collection, et à partir de cette collection,
on peut faire des estimations. On estime à 40 000 tonnes, on n'est plus à 100 tonnes maintenant, on est à 40 000 tonnes la quantité de micrométéorites qui arrivent à la surface de l'atmosphère. La moitié de ces 40 000 tonnes est détruite, donc il reste 20 000 tonnes. Et dans ces 20 000 tonnes, 80% ne fondent pas, car ces grains sont carbonés. La plupart de ces grains sont carbonés. 80% de ces grains contiennent du carbone. On n'est plus à 4% de météorites carbonées, on a 80% de micrométéorites carbonées. Et elles résistent à l'entrée atmosphérique, car au moment du choc thermique, ces grains arrivent à 10 à 15 km à la seconde. Et au moment du choc, il y a échauffement de la surface et vaporisation brutale du carbone qui brûle en surface. Et toute vaporisation provoque un refroidissement, une détente, et la détente refroidit le grain, et le grain tombe sans être fondu. Donc on récupère du carbone qui n'a pas été détruit. Et on récupère, en faisant le calcul, on pense que pour la période qui nous intéresse, entre moins 4,1 milliards et moins 3,8 milliards d'années, la période où la vie est apparue sur Terre, il a dû tomber sur Terre 3 10 puissance 13 tonnes de carbone. Ça doit faire 30 000 milliards de tonnes. 30 000 milliards de tonnes de carbone d'origine extraterrestre a dû tomber sur Terre. Et juste à titre de comparaison, le carbone qui est actuellement engagé dans la biomasse, c'est 10 puissance 12. Donc, il est arrivé plus de carbone pendant cette période extraterrestre que le carbone qui est aujourd'hui recyclé en surface dans la biomasse, ce qui représente quand même une certaine quantité de carbone. Mais la quantité apportée par l'espace a été supérieure à ce carbone de la biomasse. On ne parle pas ici du carbone qui est sédimenté, qui est dans les sédiments, puisque celui-ci est plus important. Donc, c'est une source absolument considérable. Et ces grains sont petits, 1/10 de millimètre, donc l'étude est délicate, mais par chance, ces grains ressemblent très, très fidèlement à une grosse météorite qui est tombée en Australie en 1976 et que l'on a vu tomber. Donc elle a été ramassée tout de suite, elle n'a pas été contaminée par la Terre, par la biologie, et elle a été analysée avec précision. Et dans cette météorite carbonée qui est appelée la météorite de Murchison, du nom du petit village en Australie où elle est tombée, cette météorite renferme 8 des 20 acides aminés qui constituent les protéines. Donc on a presque la moitié des briques qui permettent de construire les protéines qui sont présentes dans cette météorite. Et pendant très longtemps, on trouvait autant d'acides aminés gauche que d'acides aminés droit. Souvenez-vous, l'importance de la gauche et de la droite en biologie. Il faut que ce soit ou tout gauche ou tout droit. Et pendant très longtemps, les méthodes d'analyse n'étaient pas suffisamment fines pour distinguer entre les acides aminés gauche et droit, donc on trouvait 50-50, ce qui était souvent pris comme une preuve d'une non-contamination biologique, parce que si on avait trouvé beaucoup d'acides aminés gauche, on aurait dit à John Cronin, qui est donc l'analyste à Tempe, Arizona, vous travaillez comme un salopard, vous avez contaminé, vous avez craché sur l'échantillon, etc. Non, 50-50, donc très bien. Et John Cronin a dit, maintenant j'en ai marre d'être toujours suspecté de contamination, je vais prendre des acides aminés qui ne sont pas biologiques sur Terre, qui n'existent pratiquement pas sur Terre, et je vais regarder avec précision s'ils sont gauche ou s'ils sont droits. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces acides aminés qui ne peuvent pas provenir d'une contamination biologique, il a trouvé 55% de gauche et 45% de droit. Donc, l'asymétrie du monde biologique pourrait avoir une origine extraterrestre, pourrait avoir été amenée au début par ces micrométéorites et ces météorites carbonées qui renferment les acides aminés. Alors, bon, à partir de ces observations, les théoriciens ont fantasmé sur par quel processus, parce qu'on ne peut créer de l'asymétrie que par une force asymétrique. L'asymétrie, il n'y a rien de magique dans l'asymétrie, dans la dissymétrie. Donc, c'est L' asymétrie. Donc, il n'y a rien de magique dans la dissymétrie. Il faut une force dissymétrique pour créer de la dissymétrie. Alors, où est cette force? Alors, il y a eu plusieurs hypothèses et la réponse est venue par les astronomes. Une réponse possible est venue par les astronomes qui observent le nuage moléculaire d'Orion grâce à Hubble, donc au télescope spatial. Et dans ce nuage d'Orion, les astrophysiciens, les astronomes ont découvert un rayonnement
asymétrique. Donc il y a dans Orion, qui est une pépinière d'étoiles, c'est un nuage moléculaire où naissent des étoiles. On peut les voir naître, pas tous les jours parce qu'il faut un certain temps, mais on peut les voir en temps réel, on peut observer l'effondrement de parties de ce nuage moléculaire pour former des étoiles. Et dans ce nuage moléculaire d'Orion, qui est le nuage moléculaire d'Orion numéro 1 pour les spécialistes, OMC1, Orion Molecular Cloud Number 1, il y a un rayonnement dissymétrique. Donc, dans un nuage protosolaire qui donne naissance à des étoiles, il y a, dans ce cas particulier, un nuage dissymétrique. Donc, il n'est pas impossible qu'au moment de la formation du système solaire, du Soleil et des planètes, il y ait eu également un rayonnement dissymétrique qui est connu en laboratoire pour permettre des synthèses asymétriques ou des dégradations asymétriques. Donc, c'est peut-être là l'origine de l'asymétrie, donc la dissymétrie du vivant. Donc, vous voyez, on revient donc à cette dissymétrie du carbone. Et rapidement, pour conforter cette hypothèse donc d'une fabrication dans l'espace et d'un apport sur Terre, nous avons la chance d'avoir accès à un satellite automatique russe qui s'appelle Photon. Et sur ce Photon, on peut visser une casserole biologique qui s'appelle Biopan, et qui est financée par l'ESA. Et le CNES nous permet d'exposer dans le couvercle de cette casserole qui s'ouvre dans l'espace des acides aminés. Et on a vérifié, grâce à ce processus, que les acides aminés peuvent séjourner. Là, de courte durée, c'est 10 jours dans l'espace, sans subir de dégradation chimique et sans subir de racémisation, c'est-à-dire de passage d'une forme toute gauche à un mélange de forme droite et de gauche, ce que nous appelons la forme racémique. Donc, ceci a été fait on a eu droit à 2 vols sur Photon. Nous avons également la possibilité d'exposer pendant 3 mois des acides aminés sur Mir. Et c'était la dernière manip qui a été récupérée sur Mir par les cosmonautes russes avec Ignoret aussi, avant de quitter définitivement la station. Là aussi, sur 3 mois, nous confirmons les résultats. Et enfin, nous avons une réservation pour 2002, 2003, 2004, enfin ça glisse un peu tous les jours, sur la station internationale. Et sur la station internationale, qui est en cours de construction, péniblement, je dois dire, il y a ici un système d'exposition et sur ce système d'exposition, nous avons réservé, grâce à l'Agence spatiale européenne et au CNES, nous avons réservé sur ce petit dispositif-là, qui est un dispositif de pointage automatique vers le Soleil, nous pourrons mettre nos acides aminés sur la station pendant 3 ans. Donc, mais ça, on pourra donc vérifier qu'au bout de 3 ans, l'hypothèse, le scénario de l'importation d'acides aminés fabriqués dans l'espace gauche arrive sain et sauf sur la Terre, au moins supporte bien le trajet dans l'espace. Donc nous avons les ingrédients. Faisons un point rapide. On compare souvent l'origine de la vie à une soupe primitive, la soupe primitive. Alors, l'idée maintenant que je défends, et qui est pas acceptée par tout le monde, Miller n'est pas très content, mais l'eau est terrestre. Ça va, on n'a pas de gros débat sur l'eau. Pour la Terre, l'atmosphère et les fonds sous-marins ont pu fournir le sel et le poivre, donc de petites, les condiments, mais c'est plutôt une soupe de légumes dilués. Et les légumes, à notre avis, seraient plutôt d'origine extraterrestre. Donc nous serions bien poussière d'étoiles, le carbone terrestre serait bien d'origine extraterrestre, et ça c'est à confirmer, donc c'est aussi une piste à suivre, mais il est vraisemblable que nous soyons, que les molécules organiques ancestrales n'aient pas été fabriquées sur Terre. Alors là, on se retrouve un petit peu devant un conflit culturel, parce qu'on est un peu dans la situation de l'astronomie au XVIe siècle, au XVIIe siècle, où on considérait que la Terre était le centre du monde. Alors les gens n'aiment pas beaucoup faire appel à l'espace ou à la nébuleuse protosolaire pour fabriquer les molécules. Mais Miller, la manip de Miller peut très bien marcher dans l'espace interstellaire, parce que dans cet espace interstellaire, donc au niveau de avant la formation du Soleil et des planètes, les conditions sont plutôt proches de celles de Miller. Donc Miller a raison, mais pas sur Terre. Alors il n'aime pas sortir de Terre, il est un peu casanier. Donc il dit, ouais, mais... Et alors les gens nous disent ensuite, mais vous importez la vie. Non, nous n'importons pas la vie. Nous importons les légumes pour faire la soupe primitive. C'est clair ?
Bien. Mais la soupe n'est pas cuite encore. Elle n'est pas, c'est pas encore capable de faire des soupes en sachet, etc. On n'est pas encore au stade de l'autoreproduction, on n'est pas au stade de l'évolution. Alors, à quoi ressemblait, à partir de ces ingrédients, quelles molécules se sont assemblées pour former un système capable de faire des copies, etc., et d'évoluer? C'est la question fondamentale, le déclic. On a fait l'inventaire, on a fait les courses, on a une bonne liste de courses. Maintenant, comment est-ce qu'on cuit? Quelle est la recette? Alors, tous les systèmes vivants actuellement fonctionnent sur la cellule. Donc, et la cellule, elle fonctionne parce que le plan architectural qui est transmis est renfermé dans l'ADN, dans l'ARN, dans l'acide nucléique, donc qui est représenté ici. Mal, mais ça, je suis désolé pour la qualité de l'image, mais qui est mes transparents, vous pourrez vérifier après, ils sont propres. Hein, mon ordinateur marche bien, ma photocopieuse aussi. Donc, le message, le plan architectural est transmis par l'acide nucléique. Les outils pour faire la copie, puisqu'il faut faire de l'autoreproduction, les outils pour faire ces copies, ces outils sont les protéines. Donc, les deux fonctions sont séparées. D'un côté, on stocke l'information, le message génétique, le message héréditaire. D'un autre côté, les outils pour la copie sont assurés par des protéines. Et comme on est dans l'eau, il faut que les deux soient maintenus en présence, donc en contact, et on a besoin d'une membrane. Donc, le principe. Et pendant 30 ans, naïvement, on a pensé qu'on serait suffisamment intelligent, astucieux, pour reconstituer en tube à essai une cellule. Donc, on s'est acharné, on s'est réparti le travail. Certains ont dit on va s'occuper des membranes, parce qu'ils avaient une formation de membraneux, membranistes. D'autres se sont intéressés aux peptides, donc aux protéines, parce qu'ils avaient une formation, y compris nous-mêmes, puisqu'on avait une formation de chimistes de peptides, et d'autres se sont attaqués aux acides nucléiques. Et donc, on s'est dit, au bout de 10, 20, 30 ans, on sera tout à fait capable de reconstituer, en rassemblant tous ces modèles réduits, simplifiés, de faire une cellule réduite, simplifiée. Alors, côté protéines, je commence par les bonnes nouvelles. Côté protéines, on n'a pas eu trop de problèmes pour, à partir des acides aminés du type de ceux qu'on retrouve dans Murchison, de faire des petites chaînes, de reconstituer les géométries qui sont basées justement sur cette... Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans Murchison, il y a des acides aminés qui sont hydrophobes et des acides aminés qui sont hydrophiles. Donc, avec ces acides aminés, on peut déjà commencer à faire jouer la compétition entre hydrophilie et hydrophobie. Et à partir de là, donc, on peut structurer. Donc, les chaînes prennent des formes en hélice, en feuillet. Les chaînes également peuvent commencer à présenter une activité chimique. Donc, on a réussi à reconstituer en laboratoire une activité chimique, certes faible, mais avec des systèmes très simples. Au lieu de prendre les protéines, c'est comme des grands mots qui ont 200 lettres, 100 lettres, 200 lettres, et qui sont écrits à l'aide d'un alphabet à 20 lettres. Alors nous, on a réduit la longueur à 10 et on a réduit la richesse de l'alphabet de 20 à 2. Et en faisant ça, on a quand même réussi à récupérer une activité chimique. Donc on était content. Ça, je peux passer rapidement. Pour les membranes biologiques, en général, jouent terriblement sur la dualité entre groupes hydrophobes et hydrophiles. Les membranes sont constituées par des phospholipides. Les phospholipides ont une cohydrophobe, que voici, carbone-hydrogène. Pas liaison hydrogène, déteste l'eau, s'agrègent pour former des micelles, etc. Et une tête hydrophile qui aime l'eau, puisque ici, vous avez l'oxygène qui fait des liaisons hydrogènes, vous avez l'azote ici. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour aimer l'eau. Donc, cette partie aime l'eau, est hydrophile, et grâce à ceci, on forme des membranes de ce type-là. Les queues hydrophobes, ici, s'agrègent pour échapper à l'eau, puisqu'elles détestent l'eau, et les têtes solubles dans l'eau se mettent au contact de l'eau. On peut former des liposomes, on peut former des micelles, on peut former des bicouches. Donc ça va assez bien. La difficulté, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire des grandes chaînes carbone, hydrogénées. Parce qu'il n'y a qu'une méthode connue, c'est à partir de monoxyde de carbone et d'hydrogène, c'est la méthode de Fischer-Tropsch, c'est ce qu'ont inventé les Allemands pour faire de l'essence synthétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Fischer-Tropsch nécessite des hautes températures qu'on ne peut trouver que sur les bords des volcans. Donc les bords de volcans, on n'aime pas trop faire appel à des mini-réacteurs comme ça au bord des volcans pour faire des synthèses en grosse quantité de membranes. Mais l'espace nous aide encore, et à partir de la métairie de Murchison, on peut extraire, décomposer, qui reforment dans l'eau des structures de ce type-là. Donc,
ce n'est pas une vraie membrane, mais on peut concevoir des structures qui forment un compartiment à partir de matériaux. Et ça, c'est parce qu'il y a dans cette murchissonne des molécules qui ont un enchaînement de 10 carbones. Donc la chimie qu'on n'arrive pas à faire sur la Terre primitive, elle se passe dans l'espace interstellaire par des mécanismes qu'on commence à comprendre qui permettent donc de faire des chaînes, de longues chaînes qui, remises dans l'eau, donnent ces structures de compartimentation. Donc pas trop de mauvaises nouvelles pour les membranes non plus. Et il reste maintenant le plan architectural. Faire des copies sans plan d'architecte, ce n'est pas la peine. Faire un lotissement sans avoir le plan de la première maison, c'est difficile. Et là, mes collègues qui sont chimistes de nucléotides, d'ARN, d'ADN, ont un travail extrêmement ardu. Les acides aminés, c'est simple. Il y a une fonction amine, NH2, un carbone central, une fonction COH. C'est ridiculement simple, on en trouve dans les météorites. Les ADN, les ARN, c'est beaucoup plus compliqué car il faut un phosphate, c'est une grande chaîne qui comporte un phosphate, ici un sucre et ici une base. Alors la base ici, c'est facile, on sait la faire en laboratoire dans les conditions simples. Le phosphate, pas trop de problème, mais ce sucre-là, qui est un sucre simple, qui est une petite molécule comme cette petite molécule, on est incapable de la refaire en laboratoire à partir de composés simples. Donc au bout de 30 ans d'efforts laborieux, de gros laboratoires, d'excellents chimistes, on n'a pas réussi à faire la synthèse de ce sucre qui est un ribose. Donc là, il y a un réel problème. Donc si on n'arrive pas à le faire, alors, ou bien c'est que les chimistes sont totalement incompétents, première hypothèse, et qu'on n'a pas été capable d'avoir la bonne hypothèse de travail, de la bonne piste, ou alors c'est que ce n'est pas simple à faire. Si ce n'est pas simple à faire, ça a peu de chances d'apparaître spontanément dans une soupe primitive dans des conditions simples. On opte pour cette deuxième solution, et si ce n'est pas simple à faire, on essaye de trouver plus simple. Alors, plus simple, les biologistes, on dit, vous qui cherchez la simplicité, on a un bon candidat, parce que certains ARN, donc, ceci est la cellule, première cellule, et donc la cellule qui comporte un ARN, une membrane et des protéines pour fonctionner, les fonctions sont séparées. Les biologistes ont montré que certains ARN étaient capables à la fois de porter le message, le plan architectural, et en même temps d'être un outil pour la copie. Alors ça, il nous dit, regardez, vous qui cherchez la simplicité, au lieu d'avoir deux fonctions séparées, que vous êtes obligé de rassembler par une membrane, on vous propose un candidat dans lequel les deux fonctions sont portées par la même molécule. Donc ça, c'est un progrès fantastique vers la simplicité. Et alors on dit, mais objection, votre honneur, nous on ne sait pas faire votre ARN primitif puisqu'on n'a aucune méthode. Alors il dit, débrouillez-vous, c'est votre problème. Bon, mais donc notre problème, on le résout à notre manière en disant, votre monde d'ARN dont vous assurez la promotion, nous, on veut bien, mais ce n'est pas lui qui a démarré la vie. La vie a commencé par plus simple que l'ARN, par un système plus simple qui était capable de faire des copies et d'évoluer, qui n'était pas l'ARN, mais qui a préparé la venue de l'ARN qui présentait dans l'évolution un avantage par rapport au système primitif qui reste à rechercher. Donc, on s'est penché sur les systèmes. Donc, un système qui est capable d'assurer sa propre copie en chimie est un système autocatalytique. Alors, dernier petit clin d'œil à la chimie. La catalyse, c'est quand une molécule A et B réagissent et la formation de la molécule AB est catalysée par un composé C qui se retrouve intact à la fin. L'autocatalyse, c'est quand la molécule AB catalyse sa propre formation, ici. Mais ça, vous voyez que, et ça, on a beaucoup d'exemples d'autocatalyse. Ça marche bien. Mais ça marche à condition de prendre des molécules qui ne peuvent réagir que d'un côté, donc que nous appelons monofonctionnelles. Et c'est comme si on avait des lettres qu'on ne peut accrocher que d'un côté. Donc imaginez la philosophie si on ne pouvait utiliser que des mots à deux lettres, monsieur le philosophe. Donc ça serait un peu un raccourci un peu frustrant. Donc ce que la vie a inventé, et ce qu'ont inventé aussi tous les linguistes qui nous ont précédés, c'est bien évidemment d'utiliser des lettres qu'on accroche des deux côtés et qui permet d'écrire des mots aussi longs que l'on veut. Donc on a des molécules de type A et B qui sont pour nous bifonctionnelles, donc qui permettent de faire à partir de A et B des molécules AB, mais aussi AA, BA et BB, puisqu'on peut les accrocher des deux côtés. Okay, et
l'autoréplication que nous cherchons, l'autocatalyse que nous cherchons, c'est une autocatalyse pour laquelle AB ne catalyse que sa propre formation au détriment des autres possibilités. Donc il y a une autocatalyse et un choix, un tri. Et pour ce genre d'expérience, nous n'avons pas de bon modèle. On n'a aucune molécule en laboratoire. L'ARN le fait aujourd'hui, oui, mais on ne sait pas faire l'ARN. Donc on est en train de chercher des systèmes capables, justement, d'autocatalyser la formation d'une combinaison parmi d'innombrables combinaisons, et ça, c'est extrêmement difficile, et ça va être la gageure à résoudre, à affronter dans les années qui viennent. Nous restons confiants, parce que maintenant, c'est de la chimie traditionnelle, et des grands laboratoires de chimie, y compris celui de Jean-Marie Lehn, d'Albert Eschenmoser, des grands chimistes sont maintenant convaincus que ce n'est plus de la biologie, c'est de la chimie organique, c'est de l'autocatalyse, et là, on est très confiant parce que ce sont des gros moyens qui sont mis sur ce problème-là. Et voilà, donc notre rôle a consisté à dire qu'il fallait absolument chercher de ce côté-là. Donc, pour conclure cette première tranche, cette première approche de recréer la vie en tube à essai, bien évidemment, on n'a pas réussi à recréer la vie en tube à essai, sinon ça aurait fait la page la une de tous les journaux. Donc, désolé de vous décevoir, mais à ce niveau-là, nous savons ce qui ne marche pas, nous savons ce qu'il faut trouver, nous avons réussi à convaincre de bons organiciens, chimistes organiciens, à aller dans une certaine direction. Patience. Mais nous restons optimistes. Deuxième approche, archéologie moléculaire. Peut-on creuser, fouiller les sédiments? Jusqu'où peut-on les creuser? Que trouve-t-on? Les voici. Alors, on cherche dans les stromatolites. Les stromatolites, ce sont des formations minérales qui sont faites par des colonies de bactéries qui sont photoautotrophes, donc qui utilisent la lumière du soleil. Mais en même temps, elles forment des carbonates. Donc, leurs colonies se couvrent de carbonates, et comme elles ont besoin du rayonnement du soleil, quand elles ne voient plus le soleil, elles migrent et elles traversent la couche de carbonate et elles s'installent sur la couche de carbonate pour recommencer à vivre. Donc ça fait des structures lamellaires de ce type-là, qu'on voit mal ici, et dans ces structures lamellaires, très anciennes, moins 3,5 milliards d'années, on est à moins 3,5 milliards d'années, en Australie encore, il y a des bactéries fossilisées, que voici. Donc ça c'est le microfossile, ça c'est le microfossile reconstitué. Ce sont des bactéries qui sont vieilles de 3,5 milliards d'années. Elles étaient diversifiées, on a trouvé 11 taxa, donc 11 variétés différentes, et elles étaient photoautotrophes, puisqu'elles résultent de ceci. Nous ne savons pas si elles étaient photosynthétiques. Photosynthétiques, ça veut dire qu'elles sont capables de dissocier l'eau, dégager de l'oxygène, et ça, on ne sait pas, parce que la photosynthèse, c'est très important, parce que si elles sont photosynthétiques, ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus anciennes que 3,5, puisque la photosynthèse, elle est déjà un mécanisme extrêmement sophistiqué. Pour l'instant, question ouverte. Donc ça, c'est les plus vieilles bactéries. Alors maintenant, les sédiments. Peut-on trouver des sédiments plus vieux que moins 3,5? Oui. Voici un sédiment qui a été trouvé au Groenland, moins 3,8. à Issoua, et dans ce sédiment, il y a un galet, et ce galet a été façonné par de l'eau courante. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le plus vieux galet du monde, de la Terre, qui a été façonné par de l'eau courante. Donc, il y avait de l'eau, ça on le savait, par ailleurs. Donc, moins 3,8, Issoua. Moins 3,85, Aquilia, toujours au Groenland. Il n'y a plus de galet, mais il y a des carbonates, donc il y avait du CO2 de l'atmosphère, tant pis pour M. Miller. Et il y a également des kérogènes, donc il y a des molécules organiques. Ces molécules organiques sont enrichies en carbone 12 comme si elles avaient été fabriquées par des systèmes vivants. Mais c'est une indication indirecte. On n'a pas de fossiles, de bactéries fossilisées à moins 3,8, moins 3,85. Mais tout laisse à penser que la vie existait à moins 3,85, puisque le carbone est enrichi. Il se place bien sur la courbe que je vous ai montrée au départ. Donc, caractère fortuit ou preuve, bon, ça dépend. Le découvreur clame haut et fort que c'est une preuve absolue. Nous, on dit, ceci suggère fortement que la vie existait à moins 3,8. Plus vieux, on n'a rien. Et on n'a peut-être rien. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Enfin, la mauvaise nouvelle, l'archéologie moléculaire est certainement limitée à moins 3,8, moins 3,9.
Donc on n'est pas encore à moins 4. Hein. Moi, on aurait glissé encore plus en arrière. Et l'archéologie moléculaire est limitée par 4 calamités qui ont frappé la Terre. Ces 4 calamités sont d'une part la géologie, haro sur les géologues, la tectonique de plaques en particulier qui reprend les dépôts sédimentaires et les font passer dans le manteau. Alors vous avez du carbone, vous avez mes petits réplicateurs, mes petits systèmes qui font des copies, ils sont sédimentés, ils sont fossilisés, mais ils repassent dans le manteau. Repassant dans le manteau, tout ressort sous forme de CO2. Donc on a perdu l'information. On recommence à zéro, un carbone, 2 oxygènes. Dramatique. Et c'est probable qu'à cause de la tectonique de plaques, on n'ait pas de sédiments plus vieux que moins 3,8, moins 3,9. Deuxième calamité, le Soleil. À moins 4 milliards d'années, on n'a pas d'oxygène. L'oxygène est venu, les quantités d'oxygène ne sont venues qu'à moins 2 milliards d'années par la photosynthèse. Et pas d'oxygène veut dire pas de crème protectrice de bronzage par l'ozone. Donc pas de protection. Tous les rayonnements les plus durs des UV solaires viennent frapper la surface de la Terre et viennent détruire mes fossiles en surface. Trop d'eau, l'eau était présente tout le temps sur la Terre, donc érosion, érosion, érosion. Et enfin la vie. La vie a effacé ses propres traces puisque la vie a produit d'énormes quantités d'oxygène et que oxygène plus carbone d'hydrogène donne méthane et H2O et CO2. Donc on repart à la case départ CO2, donc on a perdu la trace. Donc l'archéologie moléculaire sur Terre, peu d'espoir. Mais je vais essayer d'être un peu plus optimiste quand même. Sinon vous allez partir frustrés. Alors, troisième volet, la vie ailleurs. Si on trouvait une vie sur une planète qui avait les mêmes conditions, où régnaient les mêmes conditions que sur la Terre il y a 4 milliards d'années, eh bien et si on trouvait une vie fossilisée, essentiellement fossilisée sur ces planètes, ça serait formidable parce que ça serait une indication de simplicité de l'apparition de la vie terrestre. Si dans les mêmes conditions la vie apparaît, ça veut dire que la vie ne résulte pas d'un hasard monstrueux comme l'assemblage spontané de toutes les pièces d'un jumbo jet pour faire un jumbo jet. Parce que ce n'est pas impossible. Monod l'a écrit dans son bouquin en disant la vie est tellement magnifique qu'elle ne peut résulter que d'un. La vie contemporaine est tellement complexe qu'à l'origine, elle n'a pu résister que d'un hasard fantastique que l'on ne pourra jamais reproduire en laboratoire et qui ne pourra pas se reproduire ailleurs. Donc moi, je peux arrêter de bosser et puis on peut arrêter de faire des missions. Donc, si on trouvait la vie dans les mêmes conditions ailleurs, ça veut dire que la vie étant répétitive, elle doit être simple, intuitivement. Bon, on peut répéter des hasards monstrueux à l'identique, mais ça devient quand même difficile. Alors la planète, bien sûr, c'est Mars. Mars et la Terre étaient sœurs jumelles il y a 4 milliards d'années. On sait maintenant qu'il y avait de l'eau en permanence à la surface de Mars. On a pour preuve ces lits de rivières, ces réseaux fluviatiles qui comportent des ruisseaux, des rivières, etc. Ça a été pris en 1976 par Viking, et on a actuellement, une mission américaine qui marche bien. C'est Mars Global Surveyor, MGS, et Mars Global Surveyor a pris des photos, est en train de prendre des photos, je vous recommande de regarder sur le site NASA sur le web, c'est formidable, a pris des photos maintenant, en particulier de ce canyon. Ici, ce canyon qui est Nanelli Vallis, c'est un canyon qui ressemble au gros canyon du Colorado et qui n'a pu être creusé que par un écoulement constant d'un liquide. Alors ce liquide, c'est, maintenant tout le monde en est convaincu, de l'eau. Et on voit même ici, le lit de la rivière ici, c'est asséché, il n'y a plus d'eau. Mais c'est vraiment des photos fantastiques et qui nous confortent dans notre hypothèse, donc que Mars était, il y a 4 milliards d'années, recouverte par d'énormes quantités d'eau. S'il y avait de l'eau sur Mars, il y avait nécessairement une atmosphère. Je vous ai dit, sans atmosphère, pas de couvercle pour maintenir l'eau à l'état liquide. Donc, puisqu'il y avait de l'eau, il y avait forcément une atmosphère. Il y avait donc la capacité à freiner les poussières cosmiques. Donc Mars a été arrosé par un peu moins de poussière cosmique que la Terre, mais Mars a été arrosé par d'énormes quantités de poussière cosmique, renfermant certainement le même carbone. On ne voit pas quel processus magique aurait pu détourner toutes les poussières cosmiques de Mars
et les détourner de Mars. Donc Mars a été arrosé par d'énormes quantités de poussière cosmique. Donc, si la vie démarre simple sur Terre, elle doit démarrer sur Mars. Elle a dû démarrer sur Mars puisque la chimie est reproductible. La chimie, c'est de la cuisine. Si on applique la même recette avec rigueur, dans les mêmes conditions, avec le même temps de chauffage, on doit obtenir le même produit. Donc la chimie est reproductible. On doit obtenir à partir... Si elle est simple, si la recette comporte 1000 ingrédients, 1000 qu'il faut ajouter dans un ordre bien déterminé, ça devient plus difficile. Mais si la recette est simple, la vie a dû démarrer sur Mars. Alors, où est l'eau? L'eau a disparu, on peut en discuter tout à l'heure. Où sont les molécules organiques? Mars a hérité des tonnes de carbone, des milliers de tonnes de carbone, des milliards de tonnes de carbone. Où est le carbone? Viking n'a rien trouvé à la surface. Et ne trouvant rien à la surface, nous pensons que ne trouvant rien à la surface, c'est essentiellement dû au fait que, encore une fois, le Soleil nous joue de vilains tours. Donc c'est un Soleil triste qui frappe Mars. Et il y a photolyse directe du Soleil, puisque Mars n'a pas d'oxygène, donc Mars n'a pas d'ozone, Mars n'a pas d'écran protecteur. Par conséquent, il y a photolyse directe de la surface. Il y a probablement également photodissociation de la vapeur d'eau. Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars, pas beaucoup, mais suffisamment pour générer de l'oxygéné. Et l'oxygène est un poison des molécules organiques. Donc, si l'on veut, et dans les conditions de Mars, l'oxygène est un solide. Donc, l'oxygéné se dépose à la surface de Mars et diffuse dans le sol de Mars. Donc, si l'on veut retrouver des molécules organiques, il ne faut pas aller à la surface. Viking, c'était une mission suicide. Rechercher des molécules organiques à la surface était suicidaire, désespéré comme situation, mais néanmoins, il fallait le faire. Et à l'époque, au moins, la sonde s'est posée. C'est déjà un gros progrès. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Je surveille l'heure quand même. Une petite parenthèse. Lorsqu'on met la barre trop haut en tant que mission, la NASA a annoncé recherche de la vie sur Mars. Viking n'a pas trouvé de vie à la surface de Mars. Mais Viking a fait des mesures de l'atmosphère de Mars, a fait des mesures du sol de Mars, a fait des mesures fantastiques. C'est une mission, et quand on voit la difficulté qu'il y a à se poser sur Mars, les 2 missions Viking se sont posées sans encombre à l'endroit prévu. C'est une mission fantastique. Du point de vue technologique, et la moisson scientifique a été fantastique. Mais comme on n'a pas trouvé de vie sur Mars, le public l'a ressenti comme un échec. Donc ça nous a coûté 20 ans de silence sur Mars. Et ça, c'est une leçon à retirer. Ne jamais annoncer, mettre la barre trop haut, parce que quelquefois c'est obligatoire, c'est indispensable pour obtenir l'argent pour faire la mission. Mais c'est une arme à double tranchant et qui peut être extrêmement difficile. Donc, pas de molécules organiques, et il est évident que si on veut chercher, si nous avons raison, si l'on veut chercher des molécules organiques, il faut creuser, et il faut donc se mettre sur le sol, si possible sur un sol sédimentaire, et creuser. Combien, nous ne savons pas. Alors, on a quand même une indication indirecte de la présence de molécules organiques sur Mars. Il y a 20 à 25 000 météorites dans les collections, dans les tiroirs des muséums. Et parmi ces 20 000 météorites, il y en a 14 qui se distinguent par le rapport isotopique de l'oxygène. Donc ces 14 viennent du même corps parent. Et ce sont des météorites qu'on appelle SNC. Et dans une de ces météorites SNC, il y a une poche de gaz. Et ce gaz, la composition correspond exactement à la composition du gaz de l'atmosphère de Mars mesurée par Viking. Donc ceci semble indiquer à 90% que ces 14 météorites sont martiennes. Donc on a peut-être dans les tiroirs des échantillons de Mars. Et dans ces météorites martiennes, il y a des molécules organiques qui ne sont pas terrestres, qui ne sont pas de la contamination terrestre, parce que ces météorites ont séjourné trop longtemps dans l'atmosphère. Il y a également, donc je peux vous faire voir, c'est pas très visible, ça c'est une météorite martienne, vous supposez comme telle. Et il y a également dans la météorite, une autre météorite martienne, ALH 84001, des structures de ce type-là qui ont été annoncées par la NASA à grand renfort de publicité, encore une fois pour faire accepter par le Congrès américain les missions d'exploration de Mars en 1996. Donc l'annonce que ceci est une bactérie fossilisée. Alors, le point aujourd'hui, c'est que ceci n'est pas une bactérie fossilisée, c'est une structure minérale qui s'est formée par contamination parce que cette météorite est restée 13 000 ans en Antarctique avant de remonter à la surface.
Donc ceci n'est pas une bactérie fossilisée, ceci est une contamination terrestre. Mais il y a néanmoins dans cette météorite, des vestiges biologiques. Et ces vestiges biologiques proviennent vraisemblablement de nanobactéries, de bactéries qui sont plus petites que la plus petite des bactéries connues sur Terre. Mais que cette bactérie soit martienne ou terrestre, nous ne savons pas. Mais il y a des traces de vie fossilisée dans cette météorite qui pourrait être martienne. Pour l'instant, les chercheurs de la NASA ne sont pas capables de savoir s'il s'agit de nanobactéries, donc de très petites bactéries, de microbactéries qui viennent de Mars ou qui viennent de Terre. Probablement, elles viennent de Terre. Alors, il faut creuser, et c'est toute la philosophie maintenant des missions qui sont en préparation. Alors, ceci est la mission Mars Express. Mars Express est une mission européenne qui est financée par l'Agence spatiale européenne, qui va envoyer un orbiteur qui va orbiter autour de Mars en 2003 et qui va faire des mesures de l'atmosphère, du sol et du sous-sol avec un radar, qui va sonder le sous-sol pour chercher l'eau ou la glace jusqu'à 1000 mètres de profondeur par radar. Il y a également un atterrisseur qui s'appelle Beagle 2. Beagle, c'est le nom de bateau de Darwin lorsqu'il est parti faire son exploration. Et donc, cet atterrisseur qui, actuellement, notre obsession, c'est creuser. Alors, on n'a que 10 kilos pour l'instrumentation. Donc, 10 kilos. Il faut mettre un petit laboratoire automatique de 10 kg à la surface de Mars, sans compter le système d'atterrissage, etc., que l'on suppose être parfaitement maîtrisé. Alors, pour creuser, on ne peut pas installer une foreuse, trop lourd, passer de puissance. Donc, on a une taupe. Ceci est une petite taupe, un mole en anglais, donc, qui est reliée par un fil, ici, à un bras robotisé, un bras robotique. Donc, cette taupe est un peu plus gros que ce stylo, qui a un percuteur qui est alimenté par un courant électrique, donc il y a une détente, et par percussion, donc il rampe à la surface de Mars, et quand il rencontre une roche, il descend et il s'enfuit. Et dans un bac à sable, en Allemagne, il est descendu à 2 mètres, du sable compacté. Que fera-t-il sur du calcaire, sur un sédiment? Mais pour l'instant, on croise les doigts. Normalement, on devrait être capable de le retirer par le fil de la patte et lui faire ressortir ce qu'il a dans la gueule. Mais enfin, ça c'est la... Non, mais il y aura quand même, pour vous rassurer, ce n'est pas que du jouet, mais ce n'est pas un jouet. Il y aura également ici, sur le bras robotique, la possibilité de s'approcher d'un rocher, donc de décaper la surface du rocher, parce que la surface des rochers, comme ça a été montré par Sojourner, le petit robot américain, il y a des incrustations de sol, donc la surface du rocher est contaminée par le sol, par le vent qui impacte et qui incruste les petits grains de sable dans la surface du rocher. Donc il y aura un système qui va décaper la roche et qui va présenter les instruments, un microscope, une caméra et un instrument qui va mesurer la composition. Un APX, il y aura également un Musbauer, enfin différents instruments qui seront présentés à la roche. Donc on fera un gros travail sur la roche, mais la roche nous intéresse moins parce que les roches, dans l'hypothèse négative, ce serait que la roche ne soit que volcanique. Alors, les roches volcaniques, c'est bien, mais on ne peut compter que sur les fissures et sur les infiltrations dans les fissures, parce que les roches volcaniques ont été fondues, donc elles ont perdu la mémoire. Mais les sédiments n'ont pas perdu la mémoire. Donc, c'est la raison pour laquelle on veut creuser dans le sédiment. Et là, j'ai le plaisir de faire partie donc, de l'équipe scientifique de Beagle 2, qui est pilotée par des Anglais. Alors ça, c'est Agence spatiale européenne, d'accord, en autonome, entièrement européen, pas d'américain. Alors, non, mais je précise simplement. Ensuite, deuxième aspect, exploration de Mars par NASA CNES. Donc, le CNES et la NASA sont en train d'étudier, de préparer très activement le retour d'échantillons. Donc, l'idée, c'est donc, il y a 2 stratégies. Ou bien on va sur place, on envoie des missions qui ne coûtent pas trop cher, à condition qu'elles se posent correctement, certes. Et on fait de l'analyse in situ. 10 kilos, on peut mettre 10, 15, 20, 30 kilos, guère plus. Donc, on est limité par la précision de l'instrumentation, mais on peut multiplier les missions. Deuxième approche, c'est d'aller sur place, ramener des échantillons, comme on a fait sur la Lune. On a 380 kilos de roches lunaires qui ont été ramenées, mais la Lune, c'est à 3 jours d'ici. Ce n'est pas à 1 an d'ici, ou à 8 mois d'ici. Par conséquent,
stratégie retour d'échantillon décidée par la NASA et le CNES, qui va consister, alors en 2003, premier lancement d'un atterrisseur. Cet atterrisseur a une petite Jeep, un petit rover, qui va remplir un conteneur. Il va mettre à peu près 1 kg d'échantillon dans un conteneur, ou 500 grammes. Enfin, peu importe, de l'ordre du kilogramme. Dans un conteneur qui est gros comme un pamplemousse. Ce pamplemousse, ce conteneur va être remis en orbite martienne grâce à une petite fusée. C'est une fusée petit jouet, 1 mètre de haut. Donc, ce conteneur qui a été rempli avec des échantillons est mis en orbite martienne. 2005, et ça c'est les Américains, les Français ne sont pas concernés directement, puisque c'est une Delta III qui va envoyer l'ensemble, atterrisseur, petite Jeep, conteneur, fusée, orbite. En 2005, le CNES intervient, puisqu'en 2005, il faut non seulement envoyer un atterrisseur, une petite Jeep pour remplir un deuxième conteneur qui sera mis en orbite, mais il faut également envoyer l'orbiteur qui va récupérer les 2 pamplemousses, parce que les 2 pamplemousses seront en orbite sur 2 orbites différentes, à des millions de kilomètres d'ici. Et le satellite va donc chasser ces 2 pamplemousses, va les récupérer et les ramener sur Terre. Et ça, c'est le CNES qui s'en occupe. Donc le CNES fournit la fusée, ici, et fournit le satellite, le système de chasse, le système de récupération et le retour sur Terre. Les échantillons reviennent sur Terre en 2008. Ils seront mis en quarantaine dans un désert d'Arizona, où sera construit un laboratoire de quarantaine, où l'échantillon ne sortira pas pendant 1 an. Donc, et que l'on pourra calciner si, par extraordinaire, on trouvait dans ces échantillons des systèmes chimiques qui pourraient présenter un danger pour l'humanité ou pour la Terre. Donc, il y a, et même au niveau du retour d'échantillons ici, la trajectoire normale évite la Terre. Donc, si on a un moindre doute sur la fermeture étanche des échantillons, la mission est perdue et envoyée sur le Soleil, quasiment, enfin ailleurs. Si tout se passe bien, on dévie la trajectoire pour la ramener sur Terre. Donc, toutes les précautions sont prises pour éviter une contamination extrêmement peu probable, mais pas totalement nulle. Donc, on applique le principe de précaution et il y aura une quarantaine d'1 an dans un laboratoire d'Arizona. Ensuite, les échantillons seront distribués au laboratoire et les Français sont sur les rangs, bien sûr. On est en train de préparer des laboratoires pour qu'ils soient fin prêts pour étudier ces échantillons qui seront donnés avec parcimonie, car il s'agira de moins de 2 kilos d'échantillons. Je crois que c'est 2 fois 500 grammes. Donc voilà pour les projets américains. Nous restons convaincus que sur Mars, c'est vraiment notre candidat idéal parce qu'on est convaincus. Notre hypothèse de travail, c'est que la vie est apparue sur Mars, qu'elle a été fossilisée et que les fossiles se trouvent encore dans le proche sous-sol, dans des sédiments. Il suffit d'aller voir, c'est aussi simple que ça. Ils doivent être là à nous attendre. Existe-t-il d'autres places que Mars? Oui, donc on cherche l'eau liquide. Alors, là, Mars, ça va être de l'eau liquide à la surface. Là, on cherche de l'eau liquide qui est en sous-surface. Europe est un satellite, est une lune de Jupiter. Et la mission Galileo, qui marche magnifiquement bien, je crois qu'il fallait comme rendre justice à la NASA qu'elle a fait des missions spectaculaires, comme Voyageur, comme Galileo, qui marchent, qui sont fantastiques, qui donnent des images formidables de tous les corps célestes qui sont au-delà de Mars. Europe est une lune de Jupiter et Europe est couverte de glace. Alors on pense dizaines de kilomètres d'épaisseur de glace et cette glace, certains, comme ce morceau-là que l'on voit, a pivoté. Il y a une banquise qui pivote. Et si la banquise pivote, c'est qu'elle pivote sur quelque chose qui permet le pivotement donc de l'eau. Donc on pense qu'il y a un océan sous-glaciaire sur Europe. Mais ça peut être à 10 km de profondeur. Alors pour l'instant, les Américains vont envoyer un orbiteur, on est en train d'étudier un orbiteur pour sonder, pour confirmer, vérifier la présence de cet océan sous-glaciaire sur Europe. Alors la grosse question, là on n'a plus la possibilité d'importer des poussières, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur Europe. Donc tout ce qui arrive à la surface est détruit par l'impact. Même sur la glace, le choc est trop brutal. Donc notre seule possibilité, c'est de faire appel aux sources hydrothermales, aux fumeurs noirs. Et y a-t-il des fumeurs noirs sur Europe? On n'en sait rien. Parce que pour qu'il y ait fumeur noir, il faut qu'il y ait un magma. Et on ne sait pas s'il y a magma. Mais ça, on le saura grâce à l'orbiteur. Donc n'oubliez pas de regarder, de suivre attentivement Europe, qui va certainement nous donner des indications précieuses.
peut-on... Alors, le système solaire est bien, les planètes sont bien parce qu'elles sont accessibles aux missions. Bon, c'est cher, c'est loin, mais on peut le faire, donc on peut y aller, on peut se poser. Les Américains envisagent de poser un petit robot sur Europe dans 15-20 ans qui sera capable de pénétrer 10 km de glace, d'aller analyser l'eau de l'océan et d'envoyer les analyses par radio. Donc c'est formidable. J'espère qu'on aura le temps de le voir, que ça sera assez vite. Mais alors, au-delà du système solaire, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile. Quelle est la possibilité d'avoir la vie au-delà des planètes du système solaire? Alors, on a, grâce aux radioastronomes, qui analysent des nuages de ce type-là, ce sont des nuages denses, interstellaires. Donc, je crois que ça, c'est l'aigle. Et dans ces nuages denses, ils ont trouvé par radioastronomie 83 molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui comportent du carbone, de l'hydrogène, quelquefois de l'oxygène, quelquefois de l'azote. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la chimie organique dont on a besoin pour faire la vie primitive, cette chimie organique se développe dans tout l'univers, dans ces nuages denses de gaz et de poussière. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et on trouve justement des molécules comme ici HCN, qui est l'acide cyanhydrique, et le formol, qui sont les deux molécules qui nous permettent de comprendre la formation des molécules, des acides aminés en particulier, que l'on trouve dans les poussières cosmiques. Donc, vous voyez, il y a maintenant un continuum, il y a une continuité entre la chimie interstellaire, les grains cosmiques, la formation des planètes, et ces grains ne sont pas pris dans les planètes. Ces grains restent sur le bord au niveau des comètes. Donc, ils restent froids et ils arrivent sous forme de grains une fois que l'eau apparaît. Et donc, il y a une continuité entre le milieu interstellaire, qui lui est tout à fait universel, et les systèmes solaires avec ces grains qui arrivent en surfant en quelque sorte sur le bord du système solaire pour arriver ensuite sur la Terre, sur Mars et sur les planètes. Et lorsqu'il y a de l'eau, il se passe des choses étranges, et ces choses étranges, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Donc, pour l'instant, alors nous avons donc les légumes, les ingrédients. A-t-on de l'eau? Alors pour avoir de l'eau, il faut une planète comme la Terre. Si la planète est trop grosse, c'est que du gaz, et il faut qu'elle soit à la bonne distance. Alors pour l'instant, les astronomes ont détecté 29 planètes au-delà du système solaire. Donc il y a 29 planètes autour d'autres étoiles. Alors ces planètes, pour l'instant, on ne peut voir que les grosses planètes. Donc ces grosses planètes ne peuvent être que gazeuses. Donc ce n'est pas les bons candidats, elles ne peuvent pas avoir de l'eau à la surface. Donc ce n'est pas la peine de s'énerver sur ces planètes. Mais ces planètes, alors deux hypothèses, ou bien ces planètes ont des lunes comme la Terre, ce qui n'est pas exclu, comme Europe par exemple, qui est une planète de Jupiter, grosse planète gazeuse, ou bien on sera capable, nous, scientifiques, humains, de faire des instruments de mesure capables de voir des petites planètes comme la Terre, capables d'avoir de l'eau à la surface, à la bonne position du Soleil, la bonne taille, etc. Et ça, on a des projets qui sont en cours. Alors, le projet s'appelle CORO. C'est une mission française qui sera donc qui est à l'étude pour aller observer des planètes de la taille de la Terre. On a également, on peut également rechercher, par exemple, de l'oxygène. Si sur une planète au-delà du système solaire, on a de l'oxygène, alors c'est une bonne indication parce que l'oxygène sur Terre est le produit de la vie. Donc ça serait déjà une forte indication. Et donc ça, c'est le projet Darwin qui consiste à envoyer 5 télescopes dans l'espace en 2015, dans un avenir pas trop lointain, pour aller étudier les atmosphères des planètes extrasolaires qu'on a détectées en astronomie. Et enfin, je voudrais quand même mentionner l'écoute de signaux. Si il y a beaucoup de planètes avec de l'eau et si la vie a démarré simple, elle doit être universelle. Donc, il n'est pas exclu totalement que des systèmes chimiques simples aient évolué vers les bactéries, puis vers des systèmes intelligents qui inventent l'électromagnétisme. Ce n'est pas totalement exclu. Alors, il y a la fameuse équation de Drake qui consistait à porter des facteurs de probabilité pour différentes étapes. Combien y a-t-il de planètes possibles? Et au nombre de planètes extrasolaires, il y a 5 ans, la réponse, jusqu'en 1995, la réponse était 0. Donc, ça faussait. Depuis maintenant, on sait, donc le facteur c'est 1. Oui, il y a des planètes au-delà du système solaire. Donc, on commence à réduire la probabilité de l'apparition de la vie
à l'extérieur. On ne l'a pas prouvé, mais on réduit la probabilité. Et la façon la plus simple, la plus directe pour nous d'avoir un deuxième point, je vous ai dit, on a besoin d'un deuxième point pour généraliser. La façon la plus simple d'avoir ce deuxième point serait d'avoir une écoute de signal intelligent. Donc écoutez ces signaux, dans la mesure où ce n'est pas trop cher, n'est pas stupide. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre le principe de l'écoute SETI, mais néanmoins, je reste, moi, convaincu que c'est peut-être là notre première chance, pas la seule, mais c'est peut-être là qu'on aura, si c'est aussi simple qu'un simple coup de fil, alors ça peut rapporter gros parce qu'on aura notre deuxième point. Et avec un deuxième point, nous, ça sera... Les Otantaux avaient l'habitude de compter 1, 2, 3, beaucoup. Et nous, on aurait tendance à dire 1, 2, partout. Enfin, bon. Et j'aimerais terminer en citant... j'ai retrouvé récemment une citation de Saint-Ex qui dit que d'une lave en fusion, d'une pâte et d'étoiles, d'une cellule vivante germée par miracle, nous sommes issus. Et peu à peu, nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et à peser des voies lactées. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'écriture de cantates. Je pense qu'il aurait pu rajouter la gastronomie au titre des bienfaits de l'humanité, qu'il aurait pu rajouter également la peinture, toutes les formes de l'art. Et bien évidemment, la question est là, d'une cellule vivante germée par miracle. Alors, par miracle, je pense qu'il entendait par un concours de circonstances tellement exceptionnel que... Alors, si c'est vrai, alors avec Monod, on pourra dire qu'il faut arrêter d'essayer de recréer la vie en laboratoire. On ne pourra pas la recréer en tube à essai. On ne la retrouvera pas sur Mars. On ne la retrouvera pas au-delà du système solaire. Mais nous, scientifiques, nous restons convaincus, comme nous adhérons très fortement à l'hypothèse de travail que la vie a commencé simple parce que nous étions en plein bombardement météoritique. Entre moins 4 ans et moins 3 bits, la Terre était bombardée en permanence par des bolides. Et par conséquent, la vie était extrêmement difficile, la vie était extrêmement rude. Il y a des bolides qui étaient capables de stériliser par l'impact, de stériliser la Terre entière. Donc la vie a dû redémarrer plusieurs fois, repartir. Et par conséquent, peut-être que notre deuxième point, nous l'avons déjà sur Terre, mais sans laisser de traces. Donc, et c'est certainement le grand espoir que nous portons pour les années à venir, donc pour faire un peu de prospective, c'est qu'on trouve un deuxième point. Même une simple bactérie sur Mars nous comblerait d'aise. Nous ne cherchons pas des petits bonhommes verts. Un simple signal intelligent émanant d'une civilisation extraterrestre nous comblerait d'aise. Et notre grand espoir, c'est qu'il y aura suffisamment de jeunes pour prendre la relève et pour continuer sur cette voie, pour enfin répondre à cette question lancinante. Sommes-nous seuls dans l'univers? Nous pensons que nous ne sommes pas seuls, et ça serait sympa d'avoir des copains ailleurs, mais bon, ça... Voilà. Merci, mais c'est vraiment trop. Allez, les questions. Alors, une ici, toutes sont commencées, tout de suite. Attendez, il faut qu'on vous descende un micro. Micro, il y a... J'ai peut-être pas besoin de micro, non? Alors, à ce moment-là, vous vous tournez vers la salle un peu. Voilà. Bonjour. J'ai une double question. J'ai pas besoin de micro, d'abord. Oui. Je voulais demander à M. Braque, bonsoir. Bonsoir. Si vous pouviez montrer le schéma de l'asymétrie du carbone, s'il vous plaît, j'ai pas eu le temps de noter. Oui. Il n'est pas branché. C'est pas grave. Et bon, moi je suis partisan comme vous, M. Braque. Ça y est. Il faut qu'il y ait une vie pour créer un deuxième point. J'ai pas besoin du micro. Si, les gens vous entendent pas. Mais le public, apparemment... Non, non. Le public apprécierait que vous acceptiez de prendre le micro. Bon, j'accepte.
Bon, la deuxième question, c'est, je suis donc d'accord avec vous, Monsieur Braque, sur le fait qu'il faut absolument qu'on trouve un deuxième point pour créer une droite. Je voulais vous demander si le fait qu'on ait trouvé des nanobactéries sont-elles d'origine terrestre sur Mars? Auquel cas, je voudrais aussi vous demander si on a peut-être le droit de se poser la question si le fait d'apporter, nous, nos nanobactéries terrestres sur Mars, on pourrait peut-être créer les conditions pour refaire la vie là-bas. Oui. Et on pourrait donc intelligemment, guillemets, créer le deuxième point. Oui. D'accord, voilà. Ben, le deuxième point il serait créé, on le créerait artificiellement. Récupérer, rendez. Alors, rapidement. Oui, alors, pour la première question concernait les nanobactéries. Alors, les biologistes, actuellement, il y a un grand débat concernant ce qu'on appelle les nanobactéries, qui sont plus petites que les plus petites des bactéries connues sur Terre et qui doivent avoir, selon les critères fixés par des biologistes, un certain volume, je ne me souviens plus de quel volume, mais l'Académie des sciences américaine a eu l'imprudence de fixer une limite en dessous de laquelle la bactérie ne pouvait pas vivre, exister. Et donc les nanobactéries, il y a vraiment Alors ces nanobactéries passent évidemment à travers les filtres qui sont généralement utilisés pour stériliser, donc ça pose un problème. C'est un nouveau domaine qui s'ouvre et ça serait d'ailleurs sur Terre. Et je crois que là, ça serait extraordinaire que cette controverse sur les nanobactéries martiennes ouvre sur Terre un nouveau champ de la biologie, qui est le champ des nanobactéries. Mais ceci reste très controversé, et les biologistes purs et durs orthodoxes ont du mal à accepter cette notion de bactérie qui n'aurait pas suffisamment de volume pour impacter tout le génome nécessaire à la vie de la bactérie. Mais la science progresse par des gens qui bouleversent, qui refusent, donc c'est intéressant. Concernant la protection de Mars, oui, on fait tout pour protéger. Il y a des règles internationales qui vont protéger la planète Mars, donc il faut protéger la Terre d'un retour d'échantillons, mais nous aussi, par déontologie éthique planétaire, on doit protéger Mars. Parce que si on envoie des tonnes de bactéries sur Mars, dans certaines conditions, elles pourraient très bien se développer. Parce qu'on a trouvé sur Terre, ce qui nous incite à penser ça, c'est que sur Terre, on s'est rendu compte que les bactéries s'adaptent à toutes les situations. On trouve des bactéries qui vivent à moins 20 degrés dans la glace en Sibérie, on trouve des bactéries qui vivent à 113 degrés dans les sources hydrothermales, et on trouve des bactéries qui résistent aux radiations, qui sont radiodurances et qui résistent au rayonnement ionique. Les bactéries s'adaptent à tout, quasiment. Elles s'adaptent même aux conditions de l'espace. Quand on met des allobactéries qui poussent dans les mines de sel, elles ont des grains de sel dans la membrane et lorsqu'on les expose déshydratées dans l'espace, elles résistent au rayonnement du soleil. Donc ça justifie un transport de bactéries. Les remettre sur Mars, elles pourraient redémarrer sur Mars, donc il faut être prudent. C'est-à-dire que si on va chercher sur Mars des bactéries qu'on a apportées nous, ce n'est pas la peine. Non, c'est monsieur. Clair. Et la dernière question pour le terraforming, donc on peut rendre Mars habitable en remettant un effet de serre, parce que Mars étant plus loin que la Terre, il faut un effet de serre pour avoir une température au-dessus de 0 degré. Actuellement, on est à moins 150, plus 10. On est quelquefois un petit peu au-dessus de 10, mais autour de l'équateur. Donc en général, il fait toujours en dessous de 0. On peut ramener la température au-dessus de 0 en mettant un effet de serre important. Et les Américains envisagent d'envoyer des CFC, pour refaire un effet de serre, pour faire fondre la glace et remettre de la vapeur d'eau et redémarrer la vie et rendre Mars habitable. Là se pose un problème de déontologie planétaire si on est obligé de quitter la... Alors les Américains ont une démarche impérialiste, de conquérant. Non mais, une démarche de conquérant. Ce sont des gens qui ont conquis l'Ouest, donc pour eux, la vie ne supporte pas de limites. Donc, pour eux, l'avenir de l'homme, c'est le système solaire, c'est l'espace extrasolaire. Mais ça, c'est la philosophie américaine de conquête. Nous sommes pour l'exploration, et quand on parle, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, sommes opposés au terraforming. Donc, nous ne sommes pas... S'il faut rendre Mars habitable parce qu'on n'a pas réussi à gérer la Terre, ce n'est pas la peine. Monsieur. Bonsoir monsieur et merci. Où êtes-vous ? J'aurais voulu avoir quelques informations supplémentaires ou complémentaires à propos du rayonnement dissymétrique d'Orion qui sélectionnerait ou déterminerait les molécules dissymétriques.
Oui, c'est Bellet et Ménard qui ont découvert ce rayonnement. C'est une lumière polarisée circulairement. C'est une lumière polarisée circulairement qui est générée par les grains dans Orion. Dans le nuage moléculaire d'Orion, il y a des grains qui sont allongés et par un phénomène physique qu'on connaît bien, la lumière d'une étoile voisine, lorsqu'elle est diffusée par ces bâtonnets allongés, provoque un rayonnement qui est asymétrique. C'est un rayonnement secondaire. Oui, c'est un rayonnement secondaire, mais qui est bien réel et qui a été mesuré dans l'ultraviolet. Actuellement, il le cherche dans l'infrarouge parce que l'ultraviolet n'est pas assez énergétique, mais je pourrais vous donner les références si vous voulez. Monsieur Labom. Oui, vu les tonnerres d'applaudissements, ce que j'ai à dire, c'est de la carte. Mais je vous en prie. En tant que citoyen, je suis vraiment chagriné que vous n'arriviez pas à avoir le plaisir de nous prouver que la vie a une origine. Vous nous présentez trois approches. L'approche tube, manifestement, on ne pourra jamais reconstituer les conditions qui ont été fondamentales pour cette origine sur la Terre. Donc là, on est un peu mal barré. Oui. Seconde hypothèse que vous appelez archéologique, vous nous avez brillamment prouvé que ça s'effaçait au fur et à mesure et qu'en conséquence, là, le terrain était un petit peu bouché. Oui. Troisième hypothèse, l'espace, et là, je proteste violemment. Je proteste violemment parce que je trouve que nous sommes dans une situation planétaire dont la suite de ces conférences prouvera qu'elle n'est pas très brillante, mais n'importe qui un peu informé le sait déjà, et que ce que ça implique comme effort social, culturel et financier pour qu'on vous fasse plaisir à aller voir sur Mars, où on sait déjà depuis longtemps qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Vous nous l'avez vous-même prouvé en nous disant que la Terre était dans la situation idéale pour que ça se passe. Ça s'est passé sur Terre, on est là pour le prouver. Oui. Donc ça n'a pas pu se passer ailleurs où les conditions ne sont pas idéales, ou du moins les chances sont infiniment moindres. Et quant à aller chercher au-delà du système solaire, là je dis arrêtez de nous prendre pour des gogos. Déjà on nous a fait le coup dans Science avec la météorite venue de Mars, etc., où ils ont reconnu eux-mêmes que vraiment ils s'étaient foutus un peu du peuple et qu'il s'agissait de ramasser des sous pour continuer à faire joujou avec des fusées et avec les petites planètes qui sont dans le système solaire, mais qu'on vienne encore nous raconter que c'est peut-être au-delà de la Terre et qu'en conséquence, qu'on continue à alimenter le bassinet pour que vous continuiez à faire ces expériences qui sont passionnantes. Ça me passionne aussi, je m'en occupe aussi. Mais je dis, on se fout de la gueule du peuple. Sur ce plan-là, on se fout de la gueule du peuple. Et dernier petit point. Alors, je n'en attendais pas moins de ceux qui ont les moyens et qui se moquent un peu de ceux qui n'ont pas les moyens. Et dernier petit point que vous avez abordé dès le début, avec lequel je ne suis pas d'accord, vous avez défini les conditions de la vie comme étant la capacité d'autoduplication et d'évolution. L'évolution est un phénomène secondaire. Ce qui vient bien avant, c'est la capacité de conjugaison. Et toute votre démonstration chimique va dans ce sens-là, et pas du tout dans la démonstration d'un phénomène évolutif qui implique des conditions beaucoup plus tardives. Et ça, il serait peut-être temps qu'on se sorte de ce dogme darwinien du XIXe siècle. L'évolution existe, mais arrêtons d'en faire le dogme primordial. Bien. Bon, ça fait beaucoup de questions. Alors, d'abord, je ne sais pas ce qui vous gêne dans l'exploration extrasolaire, mais peu importe. Non, mais... D'accord. Ok. Bon, je ne vais pas argumenter là-dessus. Bon, ok. Mais je pourrais, si vous voulez. Il y a je ne vous ai jamais dit qu'on allait rechercher la vie présente sur Mars. Je vous ai dit qu'on allait chercher la vie fossilisée. Les conditions de Mars et de la Terre étaient identiques il y a 4 milliards d'années. Étaient identiques. Par conséquent, la vie a dû apparaître sur Mars et a été fossilisée. On ne cherche pas actuellement en priorité la vie présente sur Mars. Okay ? Et une vie fossilisée sur Mars, typiquement martienne, pour nous, c'est un deuxième point. OK ? Bon. Sur la recherche de la vie extrasolaire, il y a certainement des blocages culturels indéniables par le poids de la culture, etc. Nous rencontrons, vous n'êtes pas le seul. Non, mais là, c'est pas un blocage scientifique, parce que si vous regardez le coût des missions par rapport, par exemple, aux avions furtifs américains, c'est comparable. Hein, par conséquent,
Non, mais, ok. Non, mais, et vous ne pouvez pas exclure que c'est une question. Alors, on peut très bien dire, nous sommes des gens qui ne nous préoccupons pas de savoir si on est seul ou pas. Il y a des gens qui vivent parfaitement heureux en pensant qu'ils sont seuls au monde, et c'est bien. Pardon? On n'est pas seul, il y a déjà pas assez de gens qui arrivent à rentrer dans cette pièce. On est sûrement pas seul. On est sur la Terre avec des millions et des milliards d'autres êtres vivants. Et il y a infiniment plus à découvrir sur la Terre en consacrant le 10e de ce que vous avez pensé. Bon, je crois que nous avons compris ce que vous voulez dire. Nous en prenons acte, mais nous sommes un certain nombre à nous intéresser à ce qui se passe ailleurs aussi. Voilà. Est-ce qu'une autre question là? Bonsoir. J'ai noté que vous aviez dit à un moment que Mars était refroidi plus ou moins et que les conditions de vie semblaient compliquées. Par contre, si, vous avez également précisé qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur Mars. Non, actuellement, il y a 6000 bars. L'atmosphère... Ah oui, donc c'est une atmosphère très ténue. Très ténue, voilà. Très ténue. Ça, non, mais... oui, excusez-moi. Oui, non, d'accord. Donc, je pensais que vous disiez qu'il n'y avait pas du tout d'atmosphère. Non, sur Europe n'a pas d'atmosphère. Alors, Europe, s'il n'a pas d'atmosphère, pourquoi y a-t-il une banquise? C'est ça. Comment est-ce possible? Ça, c'est une de mes questions. Parce que Europe a une trajectoire très elliptique par rapport à Jupiter, qui exerce une forte gravité. Donc, la gravité, le poids, si vous voulez, d'Europe, le long de sa trajectoire, varie. Et ça provoque, la gravité variant, ça provoque des frictions, ce qu'on appelle la marée planétaire, des frictions dans les roches qui est suffisante pour chauffer. Alors, sur Io, Io est un autre satellite de Jupiter, cet effet de marée est tel que ça provoque un magma, ça fait fondre, il y a un magma sur Io puisqu'il y a un volcanisme de souffle. Mais sur Europe, on n'est pas sûr que l'effet de marée soit suffisant pour provoquer un magma. Donc s'il n'y a que l'effet de marée, c'est juste suffisant pour faire fondre la glace, mais on est à 0 degré et on n'a pas de fumeur, donc pas de réacteur. Très bien, je vous remercie. Ma dernière question, c'est un peu philosophique. N'est-il pas logique de penser que l'univers est régi par un petit peu l'entropie, auquel cas ce thème de la dissymétrie du vivant n'est-il pas finalement logique? Plutôt que de vouloir chercher absolument une symétrie, pourquoi n'admettons pas comme logique cette fameuse dissymétrie? Et pourquoi essaie-t-on de reproduire des systèmes symétriques alors que peut-être que l'origine est l'entropie, donc le désordre, un petit peu le chaos? Donc nous, humains, on essaye d'organiser à travers la culture scientifique des lois qui régissent. On a découvert des tas de choses intéressantes, mais on a l'impression qu'on refuse d'admettre que le désordre est primordial, quelque part. Alors que je pense qu'il est source de vie, moi. Le désordre a dû être réduit dans la mesure où vous faites de l'autoréplication. Si vous avez des mutations, l'évolution que vous contestez, l'évolution consiste d'abord à transmettre une information qui doit être transmise avec un certain taux de fidélité, parce que si la transmission est trop mauvaise, vous perdez l'information. D'accord? Si vous allez vers de toute évidence, la vie est une transmission d'information. Donc si cette transmission est chaotique, vous perdez l'information à chaque transmission. Donc vous recommencez à zéro. Donc vous n'avez aucune continuité et l'évolution ne peut pas jouer. Donc l'évolution va jouer, elle est darwinienne jusqu'à la cellule, parce qu'au début, il faut que le système de l'équilibre soit extrêmement difficile, soit capable de sauvegarder un message chimique, et tout en s'adaptant à des modifications de l'environnement. Et seule l'évolution permet au système de s'adapter à des modifications de l'environnement. Si vous changez l'environnement sur un système rigide, vous le tuez. OK? Oui. Non. Une autre question là-haut, s'il vous plaît. Alors, peu de questions parce que d'habitude nous devrons quitter avant 8 heures ici. Bon, et ce soir c'est un cas particulier, mais on sera un peu rigide là-dessus. Et la suivante, l'expérience de Miller constate qu'il y a un passage possible entre la matière organique et des formes de vie. Est-ce qu'il y a des recherches théoriques ou en laboratoire faites sur pour préciser ce passage, par exemple l'interaction entre le rayonnement et le fait que des précurseurs, des molécules, des acides aminés puissent... Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Oui, des gens sont en train de mimer les conditions de l'espace interstellaire pour essayer de synthétiser sous l'effet de rayonnement polarisés, donc dissymétriques, des molécules de type acide aminé. Et ils ont certains résultats. Il y a des réactions de simulation en laboratoire des conditions du milieu interstellaire et qui marchent assez bien, assez prometteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a maintenant une bonne continuité. Avant, l'origine de la vie, c'était des petits
des labos qui travaillaient sans lien, sans continuité. Maintenant, on a vraiment une logique, un scénario, on a les pièces du puzzle, on n'a pas encore la pièce centrale qui est le passage à la réplication, avec ou sans évolution, mais on a une continuité entre la source des molécules qui pourraient être interstellaires et la formation des systèmes stellaires avec les planètes, l'apparition de l'eau et dans ces conditions particulières de l'eau planétaire, l'émergence de systèmes capables de vivre, de commencer la vie. Donc et ça nous incite beaucoup à penser que la vie est peut-être universelle. On va prendre encore une question et puis une dernière ensuite. Une avant-dernière et une dernière. Bonjour, je suis en classe de terminale scientifique. On m'a appris à l'école une autre hypothèse qu'on n'avait absolument pas évoquée. C'est celle qu'un certain type d'argile présent sur Terre a permis de creuser l'apparition de la vie. J'aimerais savoir qu'en est-il de cette hypothèse. Oui. Alors l'hypothèse des argiles, les argiles et les cristaux ont une propriété qui est la transmission de l'information. Parce que dans un système, dans une solution, on peut, par germination, en mettant un germe, conférer à l'ensemble des molécules en solution la même forme cristalline. Donc il y a là autoreproduction du germe, d'accord ? Mais ce système n'évolue pas. Donc si vous faites 1000 fois la cristallisation, vous aurez toujours 1000 fois les mêmes produits. Donc les cristaux sont très importants comme support. Mais on pense aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu être le siège de l'information. Ils n'ont pas pu porter l'information car ils sont incapables d'évolution. Et il n'y a aucun exemple en laboratoire qui permet de montrer des exemples d'autoreproduction et d'évolution sur des systèmes purement minéraux. Donc cette hypothèse est actuellement abandonnée, mais n'est pas exploitée plus avant. Elle a été très bien défendue par Kern Smith et pour l'instant, on n'a pas de support expérimental. Beaucoup de personnes, y compris nous-mêmes dans le laboratoire, pour faire de l'autoréplication, de l'autoreproduction et de l'évolution sur ces types de molécules sans espoir. Par contre, maintenant, on espère, le système que j'ai imaginé et qu'on n'a pas encore trouvé capable de faire des copies, celui-là, on l'imagine maintenant non pas comme une séquence, l'ARN, mais qu'on ne sait pas faire, mais comme un support minéral, uniquement support minéral, avec une molécule organique simple, et c'est cet ensemble qui servira à faire des copies. Donc c'est une espèce d'association entre le support minéral, mais qui n'est pas le siège de l'information. L'information est dans la molécule organique, mais qui repose et qui utilise la capacité du minéral à faire des copies, mais juste passivement, en quelque sorte. Dernière question. Oui, je voulais savoir si... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Et levez la main. Ah oui, d'accord. Okay. Et signalez-vous pour qu'on puisse... Oui. Repérez, vu. Oui, bonsoir. C'était juste pour savoir si est-il possible qu'il y ait une vie autre que celle basée sur le carbone, puisqu'il y a d'autres atomes qui possèdent à peu près les mêmes propriétés. Est-ce qu'il serait plausible qu'une vie totalement différente de celle connue par la chimie du carbone existe? Bon, la chimie du carbone a de nombreux avantages que j'ai mentionnés. En particulier, un que je n'ai pas mentionné, c'est une certaine souplesse au niveau des liaisons CC. Donc les biopolymères, la biologie actuellement, jouent beaucoup sur le fait de cette souplesse, de ces mobilités, de cette dynamique autour de la liaison carbone-carbone. Le silicium est le meilleur candidat, est un bon candidat pour remplacer le carbone. Donc il est aussi tétravalent, il a 4 bras. Et alors, inversé à ce dossier, c'est le fait que dans l'espace interstellaire, on a trouvé 83 molécules organiques et on n'a trouvé que 7 molécules à base de silicium. Donc 7 sur 83. Bon, ce n'est pas une raison, mais ça semble moins probable. Et en plus, les liaisons SI-SI ou SI-OSI sont extrêmement rigides. Donc on aurait une vie rigide et là, on aurait peut-être une vie possible, mais là, il faudrait peut-être 1 an pour faire une copie. Alors là aussi, est-ce qu'on pourrait la reconnaître? Si la durée pour faire une copie est trop longue, ces systèmes nous paraîtront inertes. Il y a aussi, après, il y a une question de reconnaissance. On peut imaginer aussi, je n'ai pas parlé de Titan, mais je n'ai pas le temps. Titan a une atmosphère d'1,5 bar et il y a une chimie organique extrêmement intense qui se développe sur Titan. Donc du carbone. Il n'y a pas d'eau, il fait très froid, il fait 90 K, donc moins 180 degrés Celsius en permanence. Mais par contre, il y a tout ce qu'il faut pour faire la chimie, sauf de l'eau liquide et sauf
beaucoup d'atomes d'oxygène. Il y a très peu d'oxygène, beaucoup de méthane, d'éthane, etc., d'HCN, d'hydrogène. Il y a beaucoup de carbone, azote, hydrogène. Donc, on ne peut pas appeler ça la chimie prébiotique, ou alors il faut chercher d'autres types de vie que la nôtre. Et malheureusement, la mission qui est partie sur Titan ne sera pas bien équipée pour chercher un autre type de vie. C'est extrêmement difficile d'aller chercher une vie dont on ne sait rien. Bien, merci. Alors,